Après avoir donné la définition d'un extrémum global ou local d'une fonction de plusieurs variables, vu la condition suffisante d'extrémum global avec le théorème des bornes atteintes, mais qui nécessite d'être sur une partie fermée et bornée, vu la condition nécessaire d'extrémum local quand j'ai une fonction de classe C1 sur un ouvert, en voyant que les seuls points en lesquels un extrémum local pouvait être atteint étaient les points critiques, eh bien on va voir qu'en étudiant les dérivées partielles d'ordre 2, on a parfois une condition suffisante d'extrémum local. Alors je vais l'énoncer pour un minimum local, puis on fera en remarque ce qui se passe pour un maximum local. Je prends f, une fonction de classe C2 sur un ouvert oméga inclus dans Rp, à valeur réelle, et A dans oméga, un point critique de f, donc un point en lequel le gradient est nul. Et je vais regarder la matrice Sienne de f en A. Si jamais cette matrice est symétrique définie positive, alors f admet un minimum local strict en A. Et si hf de A, donc la matrice Sienne, n'est pas symétrique positive, alors f n'admet pas de minimum local en A. Alors avant de démontrer ce résultat, on va voir que comme f admet un maximum local, si et seulement si moins f admet un minimum local, que les points critiques de moins f et les points critiques de f sont les mêmes, puisque le gradient de moins f c'est moins le gradient de f, et que la matrice Sienne de moins f, ça on la calcule très facilement, le scalaire moins 1 il sort devant, ça fait moins la matrice Sienne de f en A, on obtient un énoncé complètement analogue pour les maximums locaux, à savoir, alors j'ai pas de notation pour hf de A dans SP moins moins de R, les matrices définies négatives, donc je vais dire si moins hf de A est symétrique définie positive, alors f admet un maximum local strict, et si moins hf de A n'est pas symétrique positif, alors f n'admet pas de maximum local en A. Démontrons cela. Alors, premièrement, je vais appeler S l'ensemble des vecteurs de Rp de norme 1 pour la norme euclidienne canonique, par exemple. C'est une partie fermée et bornée en dimension finie. Et je vais appeler phi l'application qui a de S dans R, qui a U donne U transposé HF de A fois U. Donc c'est le produit scalaire entre U et HF de A U. Phi est continu sur S. En effet, l'application qui a U donne HF de A fois U est continue car elle est linéaire sur un espace de dimension finie. L'application qui a U donne le couple U HF de A fois U est continu de S dans Rp au carré, puisque chacune de ces coordonnées sont continues. Et comme le produit scalaire, l'application qui a VW associe V transposé W, le produit scalaire canonique sur Rp, est continu sur Rp croix Rp, puisqu'elle est bilinéaire sur un espace de dimension finie, par composition, phi est continu sur S, partie fermée bornée en dimension finie. Donc d'après le théorème des bornes atteintes, phi admet un minimum qu'elle atteint sur S. Or, dans le cas numéro 1, si hf de A est dans SP plus de R, on obtient que pour tout U non nul, U transposé hf de A U est strictement positif. En particulier, comme le minimum est atteint, le minimum que je note M est strictement positif. Ensuite, je vais utiliser le développement limité à l'ordre 2 d'une fonction de classe C2 qui fait intervenir la matrice Sienne. J'obtiens qu'au voisinage de A, f de A plus h vaut f de A, plus le gradient de f en A transposé fois h, mais de toute façon le gradient de f de A vaut 0 puisque j'ai pris un point critique, plus 1 demi de h transposé hf de A h, plus un petit taux de h carré. Donc f de A plus h moins f de A s'écrit 1 demi de h transposé hf de A h, plus norme de h carré fois epsilon de h, où epsilon de h est une fonction qui tend vers 0 quand h tend vers 0. Alors comme cette fonction tend vers 0, je peux supposer qu'elle est plus petite que n'importe quelle valeur strictement positive, donc je vais prendre comme valeur positive m sur 4, et je vais dire que si h est suffisamment petit, c'est-à-dire s'il existe un r strictement positif, tel que si la norme de h est plus petite que r, alors la valeur absolue d'epsilon de h est plus petite que m sur 4. Ensuite, je vais poser u un vecteur de norme 1 tel que h c'est la norme de h fois u. Alors j'ai plusieurs façons de le faire. Si h c'est le vecteur nul, je prends u quelconque, puisque ça fera 0 égale 0 fois n'importe quoi. Et si h n'est pas le vecteur nul, je prends u égale 1 sur norme de h fois h. Donc je peux toujours trouver un vecteur u comme ça. Et donc j'obtiens que f de a plus h moins f de a, par homogénéité, si j'écris que h c'est norme de h fois u, je vais avoir un 1 demi de norme de h au carré fois phi de u plus h au carré fois epsilon de h. Phi de u est toujours plus grand que m, donc ceci est supérieur ou égal à 1 demi de norme de h au carré fois m, et comme epsilon de h est en valeur absolue plus petit que m sur 4, cette quantité-là est plus grande que moins m sur 4, donc c'est plus grand que h au carré fois m sur 2 moins m sur 4, donc c'est plus grand que m sur 4 fois norme de h au carré. Et donc au voisinage de 0, puisque si h en norme est plus petit que r, j'obtiens bien que cette quantité-là est positive, et c'est même strictement positif si h est non nul. Ce qui me montre bien le point 1, à savoir que f admet un minimum local strict en A.
Maintenant, le cas numéro 2 qui est un peu plus simple, si je suppose que la matrice HF de A n'est pas symétrique positive. Être symétrique positive, c'est pour tout U dans RP, U transposé HF A fois U est supérieur ou égal à 0. Donc la négation, c'est il existe un vecteur de RP tel que U transposé HF de AU est strictement négatif. Remarquez en particulier que le vecteur U sera forcément non nul, parce que sinon, si je prenais U égale 0, ça ferait 0. Eh bien, je vais reprendre mon développement limité à l'ordre de 2S au voisinage de A, avec H égale T fois U, où T, c'est la variable qui va tendre vers 0. Donc c'est une variable réelle. T fois U va tendre vers le vecteur nul. Le U est fixé, je prends T fois U. Et j'obtiens F de A plus TU égale F de A plus le terme d'ordre 1 qui s'en va de toute façon puisque le gradient est nul, plus 1 demi de la transposée de TU fois HF de A fois TU, ce qui fait T carré fois U transposé HF de A U, plus un petit taux de la norme de H au carré, mais la norme de H au carré c'est T au carré fois la norme de U qui est une constante, donc c'est un petit taux de T au carré. Donc j'obtiens que F de A plus TU vaut F de A plus 1 demi de T carré fois U transposé HF de A U plus un petit taux de T carré. Ce qui me donne que F de A plus TU moins F de A, qui vaut juste cette quantité-là. Sauf que cette quantité-là est négligeable devant celle-là, puisque ça c'est une constante strictement négative fois T carré. Donc ça va être équivalent à 1 demi de T carré fois U transposé HF de A fois U, qui est strictement négative. Or, deux quantités qui sont équivalentes ont même signe au voisinage du point considéré. Donc au voisinage de T égale 0 privé de 0, F de A plus TU moins F de A sera strictement négatif. Et donc F n'admettra pas de minimum local en A. Donc voilà, on a énoncé et démontré la condition suffisante d'un minimum local et avec moins F pour un maximum local sur le caractère positif ou défini positif de la matrice hessienne. Alors le côté positif ou défini positif de la matrice hessienne nous a servi dans la démonstration, mais ce qu'on va faire pour terminer ce chapitre, c'est se rappeler du chapitre sur les espaces euclidiens où le caractère positif ou défini positif d'une matrice hessienne, donc d'une matrice symétrique en général, était relié aux valeurs propres de cette matrice symétrique.